Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat décryptage, conformément aux dispositions du Code électoral, aux articles, 16 et 116, la Sénat et la Cour constitutionnelle ont proclamé les résultats issus du vote du dimanche 28 avril 2019, concernant justement à propos des législatives. Bientôt seront installés les nouveaux élus du peuple, les nouveaux représentants du peuple. Alors, mais que sait-on des rôles des parlementaires? Quel rôle joue un élu du peuple, un député, un parlementaire? Quelles sont les prérogatives liées à leurs fonctions? On en parle ce matin avec Landry Angelo Adelakun. Il est juriste, on ne le présente plus, vous le connaissez, vous l'avez suivi sur différentes tribunes sur Eden Télévision. Bonjour Landry. Bonjour le journaliste, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Eden TV et Diaspora FM. Face à vous, c'est bien Marc Goudjanou, il est directeur de publication du quotidien Info au Zénith. Bonjour Marc. Bonjour, comment vous allez? On rend grâce à Dieu, Super, Marc. c'est un plaisir d'être avec vous à Eden TV. Merci de votre disponibilité. Alors, Landry Angelo Adelakun, Marc Goudjanou, nous allons enclencher ce numéro de décryptage par l'essentiel à retenir de l'histoire du Parlement au Bénin. Merci monsieur le journaliste. Il faut dire que c'est une question pertinente, c'est une question très essentielle, surtout quand on considère l'actualité sociopolitique dans notre pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que déjà au soir du 28 passé, il y a eu les élections législatives. Et puis vous l'avez rappelé déjà dès l'entame de cette émission que les résultats ont été proclamés par acquis de droit. Et donc conformément au dispositif législatif que nous avons le 15, et la nouvelle législature sera installée. Il fallait donc quand même faire une revue, comme vous l'avez dit. Et peut-être que nous n'irons pas assez loin parce qu'on pourrait remonter aux origines, aller même avant les indépendances et autres. Pourquoi pas? Oui, c'était possible et parler de ce qui se faisait quand on était encore dans l'AOF. Mais ce que nous allons faire, parce que nous n'avons pas assez de temps, il faut dire qu'on peut déjà rappeler les débuts. Déjà parlant de l'indépendance, les débuts parlant de l'indépendance, il faut dire que déjà autour des années 58-59, nous avons connu la première législature. Et puis déjà en 60 également, nous avons connu une autre législature. Et puis nous avons fait ce chemin jusqu'à arriver peut-être, je dirais, à la 6e qui a été dirigée par le professeur Nago. Et puis qui a laissé place à un autre qui était aussi déjà président du législature. Un ancien président, le président Adrien Ombedi, qui est là, dont nous sommes à la 7e législature, n'est-ce pas? Et déjà lequel nous serons à la 8e. Et voilà ce qu'on peut dire. Il faut dire qu'il y a eu la vie parlementaire au Bénin a été suffisamment mouvementée et cela a participé à l'enracinement démocratique de notre pays et cela a participé au rayonnement de notre démocratie. Et il faut dire que c'est un plaisir pour nous de pouvoir faire ce point aujourd'hui et dire que dès le 15 prochain, nous serons à la 8e législature. Marc Goudjanou. Moi, je pourrais dire d'abord, merci beaucoup, je voudrais dire d'abord que le rôle et les prérogatives du Parlement relèvent de la séparation des pouvoirs, d'accord, constituée par la Constitution. Et dans cette séparation des pouvoirs, on voit déjà l'exécutif qui est représenté par le gouvernement et le législatif qui est représenté par le Parlement. Et donc le Parlement, dans son rôle, est d'ailleurs l'un des piliers de notre démocratie. Et ce n'est que ce Parlement qui puisse accompagner à un moment donné le gouvernement à pouvoir mettre un certain nombre d'actions en vue. Et je crois qu'il faut déjà que nos députés soient réellement installés. Il faut que le processus suive toujours son cours pour pouvoir voir réellement la maturité de notre démocratie. Et je crois que c'est en cela que la Sénat on va procéder à l'installation dans les prochains jours de cette 8e législature. Et il faut rappeler que le président Adrien Ombedi, qui est le président de la 7e législature, c'est-à-dire la législature précédente, avait déjà une expérience bien acquise dans le domaine. Et il faut rappeler, puisqu'il avait été déjà, dès l'avènement du renouveau démocratique, président de l'Assemblée, je crois qu'au niveau de la 2e mandature, si je ne me trompe bien, et il a pu faire ses preuves. Et c'est fort de cela que nous avons vu, nous tous, en 2015, avec quel tollé il est revenu, encore président de l'Assemblée, avec toute la chaleur politique que cela a engendré, parce que ça faisait en même temps la fin du mandat du président Yahi Boni. Donc, il avait pris
pris la mandature, la 7e mandature, dans un climat vraiment qui était délictuel. Parce que quand il avait pris, il a eu à faire seulement 1 an et nous avons vu réellement la vitalité de notre démocratie et la vitalité du Parlement au cours de ces premières années. Cela procède aussi de l'expérience de l'homme. De l'expérience de l'homme en réalité. Et nous avons vu, si on peut le rappeler rapidement, nous avons eu au cours de la 7e législature près de 141 lois qui ont été votées. Et c'est aussi énorme, d'accord. C'est vrai qu'on va rentrer peut-être dans les instants à venir, dans l'intérieur de ces lois, pour pouvoir voir ce qui a été fait à bon escient pour le citoyen lambda. Alors, Marc Goudjanou, revenons maintenant au rôle du parlementaire. Voilà, il faut rappeler aux téléspectateurs que le rôle premier du législateur, d'abord, du Parlement, c'est de pouvoir voter les lois. Les lois qui vont quand même un temps soit peu changer le quotidien des Béninois et aider également l'exécutif à bien mettre en œuvre son programme. En dehors de ça, le Parlement a également le rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Et cela se fait à travers plusieurs points, c'est-à-dire les questions écrites, les questions orales. Nous avons les questions d'actualité également, d'accord. Et donc, il y a tout un processus qui est prévu quand même pour pouvoir contrôler l'action du gouvernement. Parce que, tel que je l'avais dit au début, nous avons la séparation des pouvoirs. Donc, l'exécutif qui met en place, qui met en œuvre son plan d'action, d'accord. Et puis, le législatif qui est là pour pouvoir légiférer sur les lois, pour pouvoir dire, OK, vous allez me contrôler, d'accord. Donc, nous avons 2 façons, par exemple, de pouvoir faire envoyer ces lois au niveau de l'Assemblée. C'est-à-dire, ça peut être des projets de loi qui sont formulés par les membres du gouvernement généralement, ou bien les propositions de loi qui émanent vraiment des députés du Parlement. Voilà, du Parlement. Donc, en ce sens, tout cela doit concorder en réalité au bon fonctionnement du système démocratique et au bon fonctionnement des institutions de la République pour que chacun puisse jouer sa partition. Je crois que c'est en cela que constituent les prérogatives et puis le rôle de l'Assemblée nationale. Contrôler, légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Landry Angelo Adelacon. Je pense que l'essentiel a été dit, très bien dit d'ailleurs. Il m'est peut-être difficile d'ajouter quelque chose, sinon que peut-être compléter. Je vais essayer de compléter tout avec la difficulté que j'ai. Et il a dit qu'il faut déjà partir dès l'origine. C'est quoi? Il a parlé de la séparation des pouvoirs. Il faut dire que plusieurs auteurs ont eu à travailler sur la question, mais c'est Montesquieu, le baron de la Seconda, qui a pu quand même systématiser réellement ce qu'on pouvait entendre par la séparation des pouvoirs. Et il a parlé de 3 pouvoirs, vous avez l'exécutif, le législatif et puis le judiciaire. Et il a dit, il faut rappeler que cette séparation, en fait, c'est pour pouvoir limiter les pouvoirs du roi, c'est pour pouvoir limiter les pouvoirs du prince, pour que, comme il l'a dit, et parce qu'il dit qu'il est quand même il est constant, il est connu de tous, que tout homme qui a le pouvoir est porté à en abuser. Et pour que cela ne puisse pas arriver, il fallait que le pouvoir arrête le pouvoir, d'où la théorie de la séparation des pouvoirs. Et nous sommes en plein au Bénin. Et donc, il faut le dire, par rapport aux prérogatives, il a dit que l'Assemblée nationale légifère, il vote les lois et consent l'impôt. Parce que vous voyez, il vote les lois concernant l'impôt et contrôle l'action du gouvernement. Il a dit, il a rappelé un peu comment ça se passe. Et puis, je vais peut-être ajouter à cela les missions d'enquête parlementaire et autres également, qui sont des mécanismes qui permettent aussi à l'Assemblée nationale de pouvoir dire son mot. Et peut-être la particularité de l'Assemblée nationale du Bénin, il faut le dire, c'est que nous avons une Assemblée nationale monocamérale, c'est-à-dire que nous n'avons pas 2 chambres. Si vous voyez, c'est en langage courant, je dirais unitaire, unique, quelque chose comme ça. Par contre, en France, vous avez le Sénat et puis l'Assemblée nationale. Les votes sont élus par mandat. Je veux parler de l'Assemblée nationale et au suffrage direct, alors que les autres, c'est au suffrage indirect. Je veux parler des grands électeurs qui élisent là-bas. Pas les grands électeurs tels qu'on le comprend ici au Bénin, je voudrais nuancer. Voilà. Et c'est pour vous dire que le rôle fondamental de l'Assemblée nationale, c'est un peu ça. Vous votez les lois, vous contrôlez l'action du gouvernement. Généralement, c'est ça. C'est ça. Et maintenant, quand on parle du vote des lois, on ajoute à cela le consentement de l'impôt, qui est une mission essentielle, et historique également de l'Assemblée nationale. Et vous voyez que quand vous avez réellement une Assemblée nationale qui joue pleinement son rôle, et vous êtes d'accord qu'il n'y aurait pas de dérapage, il n'y aura pas
ce qu'on pourrait qualifier de loi arbitraire ou d'injustice dans la République parce que chacun est dans son couloir. Et il faut dire que la séparation des pouvoirs telle que posée ne voudrait pas dire que chacun reste dans son coin et s'oppose à ce que l'autre pouvoir fait. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une collaboration fonctionnelle. C'est ce à quoi je voulais justement vous inviter. Vous me devancez dans la question. Heureusement. Oui. Il y a ce qu'on appelle la collaboration fonctionnelle, c'est-à-dire vous êtes effectivement indépendant, mais il y a une certaine collaboration pour la vie de la République. Et cela doit se passer dans les règles de l'art. Cela ne voudrait pas dire polémique à ce niveau. Doit pouvoir phagocyter un autre pouvoir ou un autre pouvoir doit pouvoir avaler un autre pouvoir ou bien qu'un autre pouvoir soit le prolongement d'un autre. Il faut également nuancer à ce niveau, mais dit que les pouvoirs doivent pouvoir collaborer ensemble. Cela ne voudrait pas dire que l'autre est en complicité avec l'autre. Parce que parfois on comprend mal cette séparation de pouvoir. On a tendance à croire que l'opposition d'office doit être une ligue contraire, l'opposition de l'exécutif. Non, pas du tout. Parce que déjà quand vous prenez tel qu'on l'a dit l'Assemblée nationale, il faut comprendre que la logique c'est que l'exécutif définit les politiques de la nation et va vers l'Assemblée nationale qui lui donne maintenant les moyens de sa politique, qui lui donne l'autorisation. Vous avez vu, même pour les rectifications, voilà, la loi des finances, vous voyez, l'autorisation de ratification. Certes, c'est le président qui le fait, mais l'autorisation vient de l'Assemblée nationale. Déjà, vous avez vu qu'il y a une collaboration. Donc, la séparation... Oui, mais le comprenons-nous ainsi? Je pense que nous le comprenons ainsi. En réalité, c'est quand les considérations politiques entrent en jeu que nous n'arrivons plus à le comprendre ainsi. C'est un peu ça. Mais c'est ce qu'il faille préciser, c'est ce qu'il faille maintenant repréciser, j'allais dire, à tout un chacun. Quitte à chacun de la faire part des choses, de cerner avec précision quel est le rôle de chaque institution et comment appréhender maintenant cette séparation de pouvoir. Vous savez, bon, souvent, généralement, vous savez, la plupart des citoyens comprennent à peu près le rôle de ces institutions, qu'est l'exécutif et le législatif, par exemple. Mais il arrive que il arrive des situations, par exemple, qui amènent peut-être à avoir un œil un peu craintif par rapport à une situation précise. C'est-à-dire où on voit peut-être une camaraderie entre quelques honorables, avec les membres du gouvernement. On voit que certaines décisions ne sont pas prises avec autonomie. On voit que certaines lois sont votées, par exemple, en avantageant un camp, par exemple, en donnant l'avantage à un camp. Donc, il y a tous ces concepts qui font qu'à un moment donné, le Béninois lambda se dit, mais est-ce qu'il y a réellement cette séparation des pouvoirs? Est-ce que les gens ne jouent pas avec nous par hasard? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une complicité entre eux? C'est comme on le dit généralement, je donne un exemple où les hommes politiciens s'attaquent au vu au su de tout le monde, devant les chaînes de télévision et autres. Mais le Béninois, il y a quelques Béninois qui te diront, mais laisse-les, après quand ils vont se voir, c'est autre chose, c'est pour siroter du vin ensemble, voilà. C'est en quelque sorte, quand on dit, on vient peut-être afficher à la face du monde et à la face de la population que ce qui se fait, il y a réellement une séparation des pouvoirs, mais au fond, réellement, on sait que, bon, d'ailleurs, à l'avance même, on sait quel type de proposition on doit faire, on sait quel type de débat on doit faire, et puis tout est préparé à l'avance, et puis ça devient comme une affaire un peu mécanique. Donc, du coup, quand les citoyens voient cela, ils se demandent en réalité, mais est-ce qu'il y a réellement séparation des pouvoirs? Est-ce que ce n'est pas les mêmes qui sont en train de pouvoir diriger par un bâton magique l'Assemblée nationale et qui sont encore en train de diriger le gouvernement d'un coup? Mais lorsqu'on doit recentrer les dispositions et les rôles de chaque parti, on sait, nous tous, qu'il y a séparation des pouvoirs. Nous n'allons pas aller au fond. Et même s'il n'y a pas séparation des pouvoirs à un moment donné, je crois que ce n'est que partiel. C'est les circonstances peut-être qui amènent les gens à pouvoir avoir cette inquiétude. Voilà qui nous revient. J'y insiste encore, en Landry Agelo Adelacon, il faudra préciser davantage le mode de fonctionnement, le type de relation entre l'exécutif et le législatif. Vous savez, je l'ai dit, c'est une collaboration fonctionnelle, un peu comme les autres organes ou institutions de la République également, et c'est un peu comme la Cour constitutionnelle et autres, c'est pareil. Vous savez, et déjà quand vous prenez le Parlement, comme on le dit, au lieu de la politique, il y a a priori toutes les tendances politiques au Parlement. Toutes les tendances politiques, c'est un peu partout comme ça au monde, et ce qui fait que vous pouvez avoir la majorité ou la minorité. Mais en réalité, bon, dans les démocraties avancées, et sur des questions essentielles qui touchent à la vie de la République, il n'y a
pas de distinguo à faire entre la minorité et la majorité au Parlement, généralement. Dans des pays supérieur de la nation doit primer. Voilà. C'est dans les pays, je dirais peut-être comme les nôtres, où la démocratie a encore du chemin à faire, parce que la démocratie également, c'est une construction permanente et ou perpétuelle. Bon, on ne va pas quand même se limiter pour dire on l'a dit à faire, mais il faut dire que le Bénin est en avance sur plusieurs d'autres pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette collaboration doit pouvoir vous permettre de vous entendre sur les questions essentielles qui touchent à la vie de la République. Vous savez, vous ne pouvez pas, parce que vous devez donner une autorisation de ratification par rapport peut-être à un accord qui touche à la vie de milliers de Béninois, par exemple sur les questions d'électricité, l'éducation, l'eau et autres, et vous opposez parce que vous êtes de la minorité. Et tout comme, en réalité, vous ne pouvez pas valider, donner votre quitus à une loi qui remet en cause plusieurs acquis, qui remet en cause un certain nombre de privilèges qui touchent quand même à des milliers de Béninois également, sous le fondement du fait que vous êtes de la mouvance présidentielle. Cela voudrait dire qu'à ce niveau, il y a déjà, du point de vue législatif et historique, la séparation. Maintenant, dans la pratique, il faudrait que chacun puisse quand même se dire, est-ce que je suis obligé de donner mon quitus à ce qui n'est pas bien? Est-ce que je suis obligé, parce que je suis de l'opposition, d'aller toujours contre ce qui est bien. C'est de cela il est question. Mais il faut dire que dans le contexte qui est le nôtre, cela semble ne pas toujours être évident. Mais je vous donnerai un exemple pour dire que dès les premières heures du régime actuel, j'ai vu des députés qui étaient de l'opposition, qui, parlant du premier budget qui tournait autour de 2000 milliards, disaient que le budget était irréaliste et irréalisable, mais que je donnerai mon quitus pour permettre au gouvernement de faire son expérience, puisque c'est une première fois. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer l'honorable à une activité, je lui ai dit, pour dire, mais il a fait ci, il dit oui, qu'effectivement, il leur a dit, mais il fallait quand même donner pour permettre, effectivement, il a justifié son choix. Et c'est pour vous dire que celui-là, vous voyez la cohérence, il est de l'opposition, mais il estime que c'est irréaliste et irréaliste. Mais je vous permets d'aller, et maintenant vous revenez. Mais après, il ne donne plus son quitus. C'est pour vous dire qu'en réalité, ça dépend alors de l'individu, du parlementaire désormais, parce que vous n'êtes pas lié. Vous n'êtes pas obligé de donner votre quitus, vous n'êtes pas obligé d'aller quand vous n'êtes pas obligé. C'est pour vous dire que, en fait, dans les faits, c'est là où ça pêche, comme il l'a rappelé très bien. C'est dans les faits que ça pêche. Et là, ce sont les considérations politiques. Nous n'allons pas dire que les considérations politiques ne doivent pas entrer en jeu, mais il faudrait quand même garder à l'esprit l'intérêt général, l'historique de chaque édition. Parce qu'il est important, quand vous êtes à l'Assemblée nationale et vous ne savez pas d'où est-ce qu'on est parti, pour avoir 3 pouvoirs, d'où est-ce qu'on est parti pour avoir même l'Assemblée nationale du Bénin, dans quel contexte le peuple béninois a voulu que les choses soient ainsi, pourquoi est-ce que nous n'avons pas voulu installer une Assemblée nationale bicamérale. Quand vous ne maîtrisez pas tous ces paramètres, il est normal que des fois l'on sente que vous êtes en train de chercher votre repère vainement, malheureusement pour le peuple béninois. Oui, oui, moi je voudrais même d'ailleurs que l'on essaie, comme on est en face d'un juriste, que l'on essaie quand même de pouvoir rappeler aux honorables députés quel est leur rôle. Parce qu'en réalité, il faut le dire, beaucoup de nos représentants ne savent pas pourquoi ils vont à l'Assemblée. Beaucoup parmi eux suivent la masse. Parce qu'ils font partie d'un groupe de députés, d'accord? Ils suivent quand même juste les orientations, mais sans savoir en réalité, est-ce que cela est d'autant plus important? Ça va du camp de l'opposition que de la mouvance. Parce que le député, en réalité, doit prendre en considération que même s'il est élu dans sa circonscription, il ne va pas à l'Assemblée pour pouvoir représenter sa circonscription. Il représente tout le Bénin. Et c'est des erreurs que nous avons connues de par certaines interventions de certains élus ils représentent tout au le Parlement. D'accord. Donc, de ce fait, par exemple, ce qui doit être en considération pour lui, c'est l'intérêt du peuple béninois, l'intérêt des citoyens, même de plus éloignés qu'ils soient. Donc, il faudrait qu'ils aient d'ailleurs ces appréhensions et en plus de ça, qu'ils ne se concentrent pas seulement sur les avantages liés au poste de député, c'est-à-dire les passeports diplomatiques, les allocations et qu'ils pensent en réalité à comment se rendre utile. Même s'il est seul, ils peuvent quand même faire porter sa voix au sein de sa majorité pour pouvoir défendre un idéal qui va avoir de retombées sur
tout le peuple et sur tous les citoyens. Je le pense, parce qu'on en a assisté, au cas que vous évoquiez tantôt sur une certaine liste par le passé, d'autres qui méritaient simplement leur position ou peut-être de par leur compte en banque, de par leur affinité, de par leur popularité dans leur zone. Et c'est très important qu'il faille corriger. C'est quoi que les années à venir et justement pour la prochaine législature. Landry Angelo Adelakun, comment, selon vous, doit se comporter un élu du peuple au-delà du rôle? Et quelles sont ses prérogatives? Vous savez, un élu du peuple, en réalité, n'a pas à se comporter autrement. Se comporter autrement parce qu'il est humain, comme voilà, c'est citoyen comme nous autres. Voilà, jusqu'à un moment donné, il y a un changement de siège. Il est de l'autre côté, nous sommes de ce côté. Bon, sinon, en réalité, vous le dites si bien. Oui. Et c'est important. C'est très important. Et cela devait davantage, vous savez, avant d'être autorité, avant d'être représentant du peuple, vous êtes d'abord citoyen, vous êtes d'abord vous-même, vous êtes d'abord un être humain. Cela voudrait dire que c'est ce que vous êtes que vous amenez là-bas. C'est ce que ce n'est pas arrivé là-bas que vous allez changer de comportement, bien au contraire. Mais les fonctions, les cadres, les lieux, les titres, les rangs, vous impriment forcément. Cela voudrait dire tout simplement que l'être humain que nous sommes doit encore pouvoir entrer en lui-même, apprendre davantage et mieux comprendre. Nous ne sommes pas sur un plateau pour faire de l'évangélisation, sinon je vous aurais conseillé, si vous étiez député, de bien lire l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste qui est quand même un des livres les plus importants de la Sainte Bible. Ah oui, quand vous lisez, vous comprenez davantage. Et maintenant, si on sort de ce côté de l'Église, je vous aurais aussi demandé de lire Sous l'oreille de Seydou Badian. Vous n'avez d'abord pas précisé ce qu'a dit Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est une sagesse. L'Ecclésiaste, c'est une sagesse. Il vous dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est fut et ce qui est, c'est ce qui sera. Mais si, la vanité. Et c'est lui qui vous dira que tout est vanité, poursuite de vin. Est-ce que vous voyez, quand vous faites toute cette lecture, il vous dira que obtenir ci, obtenir cela, toute cette richesse, en un beau jour, cela partira. Vous voyez. Et maintenant, quand vous allez encore plus loin, vous allez prendre l'exemple de Job. Bon, je vous ai dit, nous ne sommes pas là pour faire de l'évangélisation. Mais on revient peut-être du côté de la littérature. Je leur aurais également demandé de lire Sous l'oreille de Seydou Badian, qui nous dit que l'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leurs mains et pas de leurs mains. Et vous savez, le pouvoir ne peut pas vous monter la tête. En réalité, il faudrait qu'on commence par le comprendre. Le pouvoir ne peut pas vous monter la tête. Il faut commencer par apprendre les bonnes manières avant d'aller. Parce que quand vous avez maintenant les privilèges, il se fait qu'on ne se sent plus dans le peuple. On se sent supérieur au peuple, on sent que là, il y a une sorte d'inégalité, parce que ce n'est plus l'égalité, vous savez, l'égalité, elle est juridique, que ce n'est plus cette égalité de fission. Et désormais, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. À partir du moment où j'ai dépensé pour mes campagnes, vous voyez, j'ai dépensé, et je suis allé au Parlement, je n'ai rien à vous rapporter. Et d'où la culture de la redevabilité. Je pense que la réforme du système partisan vise à corriger aussi ces appréhensions. Je pense que ça fait partie, en tout cas, ça fait partie de l'exposé des motifs également. Non, d'où les questions de la redevabilité, la participation citoyenne et comprendre que vous êtes représentant du peuple et non que vous êtes allé au Parlement pour votre propre business ou pour ce que la professeure Dandy Yamou appelle le marchandage politique. Est-ce que vous voyez? Et donc, il faut déjà que chacun, parce que tous les députés ne sont toujours pas les mêmes. Il y en a qui sont très humbles, il y en a qui savent ce pourquoi ils sont à l'Assemblée nationale. Par contre, il y en a qui sont imbus de leur personne et qui ont des intérêts, ont des objectifs bien précis. C'est ce qui les a conduits au Parlement. C'est pour vous dire que l'homme, c'est sur l'homme, il va falloir jouer et non sur le député ou bien sur le ministre. Non, c'est sur l'homme. C'est l'homme qui est comme ça. Et je vous dirais que chacun de nous a déjà les tentacules ou bien ces signes d'hommes tout puissants. Pourtant, lui, les prémices... Voilà, les prémices, merci. Les prémices qui nous amènent souvent à vouloir faire l'important, à vouloir considérer que nous sommes au-delà de l'autre. Voilà. Ce qui fait que quand on vous donne une parcelle de pouvoir, est-ce que vous voyez, cela semble être la révélation de votre personnalité. En réalité, c'est un peu ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est sur l'homme. Quand on ne s'y attendait pas, surtout. Il y a aussi cela. Vous savez, généralement, quand on est parachuté, quand on ne mérite quand on l'a construit à petits pas, ben si. Eh bien, on est plus surpris. Quand vous avez construit un parcours, et au prix de la sueur et autres, vous comprenez aisément les tâches qui vous attendent, vous comprenez aisément votre rôle. C'est pour vous dire que le rôle du parlementaire n'est pas d'être un parlementaire qui, sur Y ou X, parce que
il aurait fait ma promotion, mais parce que je suis redevable de lui, de quoi que ce soit. Non, un parlementaire, d'abord, c'est quelqu'un de responsable qui doit pouvoir prendre les décisions en toute lucidité. Et je pense que nous sommes même très à l'aise, hein, parce que en réalité, on dit que le député béninois doit pouvoir se faire accompagner d'un cabinet parlementaire. Mais je pense qu'il y a tout cet arsenal-là qui permet aux députés qui veulent prendre des décisions sérieuses et non partisanes de prendre les décisions qu'ils méritent. Mais je vous l'ai dit, il ne faut jamais perdre de vue que le Parlement est un relieu de la politique. Vous ne pouvez pas dire aux députés de se conformer à tout instant à la raison. Oui. Voilà, à la raison. Et ce n'est pas le séminaire non plus. Et ce n'est pas le séminaire non plus. Vous voyez, ce n'est pas le séminaire. C'est là où c'est un peu difficile. On ne peut que souhaiter la perfection. On ne peut que souhaiter la perfection, mais comprendre que également le Parlement, c'est un rôle de la politique et au-delà des interprétations peut-être juridiques ou sociologiques qu'on pouvait avoir, il y a une réalité politique qui tient. Il y a le jeu politique. C'est très fondamental en ce qui concerne également les actes et positions des parlementaires. Mais nous souhaitons que nos parlementaires puissent être quand même des gens très exemplaires, qui nous fassent réellement honneur, qui soient véritablement déshonorables. Vous l'avez dit, pas ce que nous avons connu jusque-là. Ce que nous avons connu, c'est bon, mais il se fait qu'il y a quelques fois, on se demande si il fallait que cela aille nous représenter. Parce que quoi? Si vous êtes à l'Assemblée nationale, que vous représentez 11 millions de Béninois, vous avez une louchade. Vous avez une louchade, c'est d'être exemplaire. Et c'est très important dans les prises de décision. Magou Janou, que doit incarner l'élu du peuple? Je l'avais déjà dit en amont, l'élu du peuple doit être celui-là qui représente même le dernier des Béninois. Et dans cette posture, et telle que l'a rappelé Adela Koun, c'est qu'il doit être beaucoup humble d'abord, en se remettant lui-même en cause, en laissant son ego de côté, mais aussi en ne perdant pas de vue la famille politique qu'il a portée. Parce que bien qu'il soit porté par lui-même également, mais il y a une famille politique qui l'a soutenu. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que l'on parle de la loi de la majorité et de la minorité. Si je fais partie d'une famille, par exemple, et que la famille décide, par exemple, de soutenir un point de vue donné, je ne serai pas peut-être pas le seul, par exemple, à m'opposer à cela. Même si cela s'avère peut-être normal, les autres trouveront quand même que ça soit peut-être très, très anormal que moi seul, je puisse aller contre cela. Donc, il y a cette solidarité familiale qui fait qu'en réalité, le député, il est parfois obligé de suivre cette famille politique, quoi qu'en soient les actions que cette famille prendra. Donc, sur ce point, on ne pourra pas beaucoup changer de choses, mais cela n'empêche que, sur certaines questions, le député va prendre en tout cas un peu de recul pour pouvoir prendre certaines décisions, pouvoir se prononcer par rapport à certaines actualités, par exemple. Donc, lorsque nous prenons nos honorables députés, la seule chose qu'on peut leur demander, c'est, en assumant leur fonction, de penser quand même qu'il y a quelque chose au-dessus de tout, qui est Dieu. Parce que quoi qu'en soient les actions que vous posez, à un moment donné, vous allez rendre compte, il n'y a pas. Donc, en se remettant en cause par rapport à cela, ils doivent savoir que ce qu'ils doivent chercher, c'est beaucoup plus l'intérêt général, bien que parmi le fait de pouvoir chercher l'intérêt général, ils sont obligés parfois de chercher leur intérêt personnel. D'accord. Parce que ça fait partie peut-être des imperfections de l'être humain, de pouvoir quand même s'attribuer certains mérites, de pouvoir s'attribuer certains avantages, par exemple, et on ne peut pas le leur refuser. Et dès que vous prenez, par exemple, l'honorable, vous voyez les avantages dont il bénéficie, par exemple. Il bénéficie de la location de loyer, d'indemnité de loyer, d'habillement, de déplacement, d'accord, du passeport diplomatique, d'une allocation en numéraire pour les carburations, voilà. Donc, il y a tout un panoplie d'avantages qui met en réalité le député dans une sécurité, d'accord? Celle qui pourra lui permettre quand même de ne pas toujours marchander tout ce qu'il propose. Mais aujourd'hui, il faut dire que malheureusement, avec la législature qu'on a eue dans le passé, d'accord, nous avons toujours assisté à ce genre de marchandage, à ce jeu politique qui a toujours prédominé. Aujourd'hui, ce qu'on aurait pu espérer d'un député aujourd'hui... Quelques rares fois révélés devant caméra. Voilà, quelques rares fois révélés devant caméra. Je me rappelle encore... Je vous apprends rien. Non. Je me rappelle encore de la tollée suscitée par le vote de certaines lois où on accusait Mémé Rosine Soglo de ci et de ça. On ne va pas revenir là-dessus. Où elle a fini par lâcher le morceau. Lâcher le morceau. Donc, du coup... ça décrédibilise notre Assemblée. Parce que là, ce sont eux qui doivent donner l'exemple.
l'exemple de la justice, de l'équité. D'accord. Mais si en leur sein, l'on remarque déjà qu'ils n'incarnent pas un exemple, ce serait difficile alors pour le Béninois lambda de pouvoir respecter un certain nombre de lois établies dans la cité. Vous voyez un député qui est accusé d'un détournement, par exemple, qui est accusé, par exemple, d'un abus, d'accord. Or, dans le même temps, c'est lui qui vote les lois, qui sanctionne cela. Ça veut dire qu'il n'a pas sa place là, en réalité. C'est vrai que l'imperfection fait partie de la nature humaine, mais il y a certaines dispositions sur lesquelles, par exemple, les députés ne devaient jamais faire des erreurs. Je me rappelle encore de cette histoire de vidéos ou de photos qui a circulé un peu partout. Bien que cela ne ramène pas, bien que l'intéressé ne l'ait pas fait au sein du Parlement, mais néanmoins, ça salit un peu l'image. Vérifier l'authenticité de ces publications. Donc, de toutes les façons, cela... Tu vois, c'est des trucs qui ne devaient jamais arriver, par exemple. Bien sûr que tout le monde a son côté. Doit être exemplaire. Exactement, il doit être exemplaire. Bien sûr que même en dessous, il doit avoir son côté négatif, son côté sombre. Mais il doit tout faire pour ne pas laisser transparaître ce côté sombre de lui-même. Parce que il doit garder à l'esprit qu'il incarne la République. Exactement. Je me rappelle, par exemple, lorsque l'on envoie certaines lois, par exemple, pour être votées, par exemple, et que le député, il se sent concerné. En même temps, il ne veut pas qu'on aboutisse, qu'on aille de l'avant. C'est-à-dire parce qu'il se sent déjà concerné par cette loi, parce qu'il n'est pas propre dedans. Alors, normalement, son attitude serait déjà de pouvoir vulgariser cette loi pour que quand même ça puisse porter l'attention de tout le monde, pour que chaque citoyen puisse savoir qu'il y a telle chose qu'on doit faire dans la République. Par exemple, je prends le vote de loi sur les bails. C'est bail à usage domestique. Exactement. Par exemple, c'est une loi qui a impacté beaucoup. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en réalité, cette loi devait être votée depuis très longtemps. Mais il y a eu en tout cas des embûches qui ont fait que de telle sorte que cette loi n'a jamais été votée. Or, pourquoi? C'est parce que nos hommes politiques, nos députés, nos hommes d'affaires sauvegardaient leurs intérêts. Parce que en réalité, c'est eux qui occupent la plupart des édifices et qui ont les grands édifices. Donc, du coup, on se dit, mais dès qu'on va vouloir attaquer cela, ça va impartir de nos intérêts. Donc, du coup, ils ne veulent pas que cela aboutisse. Et moi, je dois remercier également le gouvernement qui a beaucoup participé quand même, qui a fait beaucoup de propositions, de projets de loi qui ont beaucoup impacté le domaine social. Bien sûr qu'il y a des lois qui... Surtout comme cette loi que vous venez d'évoquer, la loi à usage domestique, qui a une forte portée sociale. Il faut que le député sache quand même que lorsqu'il est là, il a l'intérêt général qu'il doit sauvegarder. Son intérêt particulier ne doit pas prendre le dessus sur l'intérêt général. Et puis le jeu politique, on ne peut pas le leur refuser. Le jeu politique va toujours se dérouler. Même avec les deux blocs qui iront à l'Assemblée, aujourd'hui qui iront à l'Assemblée, d'ici là par exemple, on sait déjà que forcément, il y aura des guerres d'intérêt. Et cette guerre d'intérêt a déjà même commencé par la proclamation des résultats. Vous allez voir, même, il y a d'autres camps qui s'opposent déjà à la délivrance, par exemple, à l'attribution de tel ou tel poste. Voilà, à tel bloc, par exemple. Donc déjà, moi, ça me donne déjà espoir qu'on n'assistera pas à une assemblée monocolore, comme on l'a dit, ou comme cela se dit aujourd'hui. Et effectivement, nos honorables députés iront quand même pour rehausser l'image de notre démocratie et non pour la ramener encore en dessous. Il y a cela peut-être 20 ans ou 30 ans. Je vais partager avec vous cette anecdote issue d'une petite discussion avec... il y a quelques années, j'étais en stage à la Nationale avec un député qui disait que voilà, être élu du peuple de loin, on envie quelque peu ce rang, cette classe, cette fonction, mais que après l'élection, vous devenez subitement le père de toute votre localité et tout le monde vient. C'est une autre réalité. Tout le monde vient vous exposer les ennuis, les problèmes. Tel a perdu son père, tel a perdu son oncle, la scolarité retient tel enfant à la maison. On vient vous présenter toutes les doléances, toutes les sortes de doléances possibles. Est-ce que cela ne participe pas aussi aux ennuis des élus du peuple? Vous savez, effectivement, on pourrait dire que cela participe aux ennuis des élus du peuple, mais il ne faut pas perdre de vue. Bon, là, je vais peut-être blaguer pour vous dire que quand on est représentant du peuple,
on a aussi la charge de recevoir les problèmes du peuple, n'est-ce pas? Vous êtes représentant du peuple, c'est que vous êtes la personne la mieux placée pour recevoir les problèmes du peuple. Et le peuple vient vous voir pour vous poser ses problèmes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, au-delà, il faut dire que quand on est leader, c'est généralement ce à quoi on est confronté. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas confronté à des problèmes pareils, peut-être à un niveau moins élevé. Est-ce que vous voyez? Tout le monde, chacun est confronté à ces genres de situations, chaque jour que Dieu fait. Et je pense que c'est peut-être une bonne chose, parce que plus vous recevez ces doléances, plus en tant que parlementaire, vous devez comprendre que dans votre rôle, il est important d'initier des lois qui puissent alléger la tâche à votre peuple. Qui puissent aller dans l'intérêt du peuple. Parce que plus les gens viennent vous voir, plus vous devez vous rendre compte que, ah oui, il y a assez de difficultés dans le pays. Moins les gens viennent vous voir, plus vous vous dites que ouais, ça va bien, ça va bien. Mais plus on vient vous voir, c'est que c'est parce qu'il y a assez de difficultés. Et quand vous arrivez, c'est vrai, vous n'avez pas le pouvoir de créer, mais quand vous arrivez peut-être par un lobbying, d'amener le gouvernement, l'exécutif, à réaliser des actions dans le pays, de façon générale, qui va peut-être dans l'intérêt de la jeunesse, des défavorisés et autres, quand vous-même vous faites des propositions de loi, telles qu'il l'a dit, la loi portant sur le bail à habitation domestique, quand vous faites ces genres de propositions de loi, des lois qui favorisent l'emploi, des lois qui favorisent l'entrepreneuriat, qui favorisent les investissements et autres, cela voudrait dire que les problèmes que vous recevez, au fil du temps, vont s'amoindrir. Mais plus les problèmes sont élevés, cela doit vous amener à comprendre que vous n'avez pas joué votre rôle. Et vous allez voir, généralement, les questions de j'ai faim, les questions de mon enfant doit aller à l'école, les problèmes de scolarité, c'est dans les pays sous-développés que les parlementaires reçoivent ces genres de cas, généralement. Pas que dans les pays développés, ils n'en reçoivent pas, mais je ne pense pas. Dans les pays développés ou industrialisés, les préoccupations que les parlementaires rencontrent ou bien reçoivent, c'est des préoccupations liées à une politique. Il faudrait amener le Parlement à adopter telle loi pour favoriser ci. Vous voyez, c'est ça. Cela veut dire qu'on a dépassé une étape. Mais on ne peut pas perdre de vue la réalité sociologique de notre pays pour comprendre que nous sommes un pays où tout le monde est complètement au bas de l'échelle et qu'il a dit, le parlementaire a des avantages. Et quand je sais que le parlementaire a des avantages, cela voudrait dire que si hier, n'étant pas au Parlement, tu vivais, et qu'aujourd'hui tu es au Parlement, tu as des avantages, mais tu peux aussi essayer de gérer le surplus. Et vous voyez, c'est la mentalité en fait. Tu peux essayer de gérer le surplus. Et je pense qu'il y a... Bon, c'est vrai que on ne va pas peut-être en croire cela, mais il faut dire qu'il y a des honorables qui le font. Parce qu'au-delà de tout, vous êtes humain. Et quand vous êtes allé faire bad campagne pour des populations, vous avez vu leur quotidien, cela voudrait dire que vous devez pouvoir aussi, peut-être sur fonds propres, si vous en avez, contribuer à faire quelque chose. Si vous n'en avez pas, de par vos relations peut-être personnelles que... Votre accession au Parlement vous a permis d'avoir... Décrocher des partenariats pour la communauté. C'est pour vous dire qu'en réalité, bon, on va dire qu'au fond ce n'est pas... Mais en réalité, cette demande doit pouvoir vous amener à être encore proactif. À continuer les négociations, le plaidoyer avec l'exécutif, à chercher des partenariats s'il le faut, à même peut-être aider vos compatriotes, si vous avez des relations, à aider vos compatriotes qui sont peut-être hommes d'affaires, qui sont peut-être dans tel secteur, à découvrir des opportunités pour qu'ils puissent revenir au pays également, mener des actions qui puissent vous alléger, vous la taxe. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que si vous, en tant que parlementaire, parce que vous êtes peut-être au million, vous êtes dans des véhicules 4x4 dernier cri, vous avez toutes ces allocations dont il a parlé, et que vous considérez que cela ne vous concerne pas, vous aurez assez de difficultés. Et si vous ne répondez pas à ces difficultés, vous voyez ce qu'on observe dans la société. C'est ça, nous allons continuer par observer. D'où un élan de solidarité. Et n'ayant pas les moyens, ce qu'on peut faire, c'est de permettre aux gens de prendre des lois, il faudrait insister sur cela, qui favorisent, qui vont réellement à l'avantage du peuple, qui touchent la population. Il ne faudrait pas se contenter de prendre des lois qui ne favorisent qu'un qu'une catégorie qui n'arrive même pas à faire 0,50% de la population. Est-ce que vous voyez? Cela voudrait dire, plus les gens vous demandent, plus vous êtes tenus de faire des actions urgentes. Mais ce qu'on va aussi dire, c'est que il faudrait que nos chers compatriotes comprennent que le député n'est pas là pour faire tout cela. Plus vous demandez, plus les gens sont également livrés à des actes de corruption. Est-ce que vous voyez? Plus vous demandez, plus ils veulent le faire, plus ils se laissent corrompre. Est-ce que vous voyez? Et c'est aussi ça avec ceux qui sont au niveau même de l'exécutif ou même du judiciaire. Parce que quoi, les besoins sont énormes et pour répondre aux besoins face à la rareté des ressources, on se laisse aller à des choses qu'on n'aurait pas dû
accepter. Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire que, chers compatriotes, le député, il ne va pas prendre des milliards là-bas également. Exactement. Il ne va pas créer un emploi là-bas. Il faut aussi comprendre ce que nous pouvons faire. En réalité, c'est de faire des propositions à nos honorables députés pour qu'ils puissent comprendre aussi, parce que vous savez, il y a aussi des failles, ils peuvent ne pas tout voir, pour qu'ils puissent comprendre les besoins réels de la société. Leur passer les infos, les vraies infos. Exactement, c'est le plus important à faire et cela va véritablement jouer maintenant sur la vie de tout et chacun de nous. Mais si chacun doit se contenter d'aller poser les problèmes de 200 000, 100 000, 10 000, 5 000, et vous voyez, avec des enveloppes. Voilà, cela voudrait que chaque fois, nous allons toujours revenir sur les mêmes problèmes. Alors qu'il faut prendre les problèmes de façon holistique et régler les problèmes de façon globale que de vouloir régler les problèmes individuels. Et encore qu'une république, ce n'est pas trop bien de régler les trucs de façon individuelle. L'intérêt général, comme il l'a dit, doit pouvoir primer. Et les compatriotes doivent comprendre qu'il faut quand même permettre aux honorables de faire leur tâche. Il faut éviter ces manières de commander là. Ça ne fait même pas honneur. Oui, mais l'intellectuel que vous êtes, vous l'appréhendez ainsi. Mais quand vous l'appliquez dans certaines contrées du pays, c'est que vous êtes le bon pingre, vous êtes entre griffes le mauvais élu. Et c'est vous qui n'avez pas le sens de partage. Oui, parce que nous avons une vieille propension à quémander, comme vous le dites. Maintenant, c'est difficile de l'expliquer, c'est difficile de modifier au fait de ces comportements. C'est une question de communication. Et d'éducation aussi. Parce que c'est vrai que cela est déjà ancré dans le fond du béninois. Mais néanmoins, pour pouvoir faire sortir cela, il faut leur expliquer en réalité ce que le rôle primordial d'un député. Il faut lui expliquer qu'en réalité, le député n'est pas là, par exemple, pour l'accompagner à un enterrement forcément, d'accord, pour lui donner un fonds lorsqu'il doit faire mariage avec sa femme, par exemple. Le député n'est pas là pour ça. Parce que l'intérêt que le député aura, les exigences que le député a, ça va au-delà de ça. Et ça ne se limite pas seulement qu'à lui. C'est pourquoi je disais tantôt que le député, même qui est élu dans une circonscription donnée, ne va pas à l'Assemblée pour la circonscription. Pour représenter sa commune, non, pour représenter son village. Il représente tout le peuple. Voilà. Ça veut dire que, autant si lui devait venir à chaque fois faire cette demande, autant tous les autres devaient venir, alors le député il pourra alors rien faire. Il va passer tout son mandat alors à régler les problèmes, d'accord, des petits problèmes internes là, alors qu'il reste encore, il n'aura même pas la possibilité alors de pouvoir bien jouer sa fonction comme cela se doit. Moi je voudrais, c'est pourquoi je disais, c'est une question d'éducation, de sensibilisation, de communication, pour pouvoir amener la population à beaucoup comprendre. Je crois que beaucoup comprennent déjà, parce que à chaque fois qu'ils viennent auprès des honorables, il faut qu'ils arrivent à leur expliquer. Pas à les rejeter de façon vulgaire, mais à leur expliquer en réalité le bon fondé de son poste, le bon fondé de ce pourquoi il est allé à l'Assemblée nationale. Et je voudrais également rapidement revenir, si Adélakon le permet, sur les limites en réalité également de cette fonction, au sein du Parlement. Parce qu'il faut dire que le Parlement est un relieu de la politique, tel qu'on l'a dit. Et cela fait qu'il y a beaucoup de calculs politiciens qui se font là-bas. Alors, cela amène, par exemple, je veux d'abord quitter le plan de la proposition des lois, par exemple. Lorsque la proposition des lois est faite, je crois que sur ce point, nous n'avons pas beaucoup d'obstacles. D'accord. Parce que généralement, souvent c'est bien fondé, et du coup, les honorables accompagnent, à moins que ce soit vraiment des lois ciblées. Mais lorsqu'on quitte la loi et qu'on vient, par exemple, sur les questions au gouvernement, par exemple, d'accord. Les questions orales. La question orale ou écrite, par exemple, c'est à ces niveaux-là que moi, je vois beaucoup plus les limites du Parlement. Et également au niveau des interpellations. Parce que vous allez voir que lorsque les questions sont envoyées, par exemple, au gouvernement, parfois, le gouvernement ne répond pas. Et le Parlement n'a pas une autre procédure, par exemple, pour contraindre le gouvernement à répondre à ces questions, à réagir. Donc, du coup, le gouvernement, cette disposition est là, mais le gouvernement peut répondre comme il ne peut ne pas répondre. Et également sur les interpellations, c'est pareil. Lorsque le Parlement décide qu'on interpelle, par exemple, tel ancien ministre, au sein de la Haute-Cour, il y a les calculs politiciens qui font de telle sorte que cela n'aboutisse jamais.
Or, ce qui est en jeu, en réalité, c'est de corriger l'impunité, de corriger l'esprit de corruption. Or, si ceux-là n'arrivent pas à régler ce problème, qui est primordial au développement... C'est la chasse aux sorcières. Exactement. Même si la chasse... C'est pourquoi moi je dis... tel ou tel camp contre... Dès qu'on dit, par exemple, que c'est la chasse aux sorcières, moi je dis, est-ce que dans cette chasse aux sorcières, il n'y a pas eu acte, il n'y a pas eu délit? Est-ce que la personne n'a pas réellement commis l'acte? Si c'est la chasse aux sorcières, si c'était exempt de tout soupçon, par exemple, je crois qu'il n'y aurait pas matière à le poursuivre. Ça veut dire qu'à un moment donné, lui-même a été fautif. Et même si tu as été fautif, que ce soit chasse aux sorcières ou chasse à quoi que ce soit, il faut que quand même chacun réponde devant. Doit-on laisser les sorciers? Voilà. Il faut qu'on leur réponde quand même. Il faut qu'on leur réponde quand même de ces actes. D'accord. Et il faut corriger cette impunité-là. C'est pourquoi je dis que les limites de notre Parlement, ça se situe généralement à ces niveaux-là. Et il faut qu'on essaie peut-être de trouver des lois pour pouvoir corriger également ce problème-là. Très bien. Alors, Landry Angelo Adélakon, pour finir, les limites, vous en avez quelques-unes avant d'aborder maintenant les défis de la nouvelle législature. Pour finir. Ouais, je crois qu'il a déjà dit que ça fait partie des limites de notre Parlement. En fait, il faut dire que c'est peut-être d'où est-ce qu'on est parti, l'histoire ou le modèle que nous avons voulu, et c'est le modèle qui crée un peu cela. Si nous étions dans un régime semi-parlementaire, il n'y aurait pas ces limites. Il n'y aurait pas ces limites. Il faut dire que nous sommes dans un régime présidentiel et d'autres diront que c'est un régime de type présidentialiste et que l'exécutif est tellement puissant. Et il faut dire que même le chef de l'État actuel a reconnu qu'elle était encore candidat. Et c'est pour vous dire que c'est un peu le régime qui fait que le Parlement n'a pas assez de mains pour contraindre les membres du gouvernement, pour contraindre l'exécutif à se présenter, à répondre et aux questions orales ou aux questions écrites et autres. C'est un peu le modèle. Je ne sais pas si peut-être les gens pourront innover en créant un autre modèle, parce que c'est vrai, chacun peut innover pour voir quel modèle créer. Mais il faut dire que le modèle que nous avons, c'est un modèle de ce type qui ne permet pas de contraindre. Si on était dans un régime semi-parlementaire, il y aurait les motions de censure et autres, on pouvait faire descendre le gouvernement, tout ça. Donc il faut dire que c'est aussi une caractéristique du modèle que nous avons adopté. C'est malheureusement cela. Maintenant, ce qu'on peut souhaiter, c'est que chacun puisse quand même respecter les institutions de la République. Ah oui. Ah oui. Quand les institutions se respectent elles-mêmes, le citoyen pourra maintenant faire confiance aux institutions de la République. Si vous êtes du gouvernement et que le Parlement vous appelle, vous envoie une note, vous êtes obligé de répondre. Ça là, on n'a même pas besoin de mettre une mesure législative pour vous contraindre à répondre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, mais il a dit, il y a aussi des calculs politiques. Franchement, c'est un peu ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans l'analyse, en fait, sinon nous allons la biaiser. Il y a les considérations politiques qui entrent en jeu, il faut aussi comprendre. Sinon, en réalité, vous devez pouvoir répondre, envoyer la réponse qu'il faut, et puis tout se passera bien. Malheureusement, il y a les calculs politiques qui entrent en jeu. Ça fait partie, effectivement, des limites, ce qui fait que c'est comme si l'Assemblée nationale n'a pas totalement de pouvoir et autres. Ben, c'est un peu ça. Landry Angelo Adélakon, pour finir maintenant, quels sont les grands défis qui attendent la 8e législature? Ah, les défis, je pense que, certainement qu'il va en citer tout à l'heure. Les défis, je pense qu'il y en aura assez, je vais peut-être me résumer à quelques défis. Le premier défi, il faut dire que c'est le défi de la légitimité. Le défi de la légitimité, parce que les élections se sont passées dans une condition que nous connaissons tous, les résultats ont été proclamés, et puis ça continue, il y a des débats autour, voilà. Et pour vous dire, le défi à relever dès le 15 prochain, c'est le défi de la légitimité. Il faudrait que la prochaine législature fasse tout pour que le peuple se reconnaisse à travers elle. Pour qu'on sente véritablement que oui, voilà les élections, il y a eu tel couac, mais en réalité ceux qui sont là émanent réellement du peuple, sont effectivement que la les représentants législature du tente de peuple. bâtir la confiance. Voilà la confiance entre l'Assemblée le peuple. nationale qui, jadis, selon certains, est vassalisée avec maintenant le peuple. Et donc le premier défi, le grand défi, à relever, c'est cela, la légitimité. Il faudrait qu'on puisse faire cet effort-là. Et maintenant, en voulant le faire, il faudrait que l'Assemblée nationale puisse comprendre que désormais, dans notre République, il faudrait s'assurer que les lois que nous adoptons sont réellement des lois qui vont dans l'intérêt général et donner son quitus au budget de l'État quand cela est nécessaire, quand cela intègre les aspirations du peuple et quand cela n'intègre pas, il faudrait donner une leçon à l'exécutif à travers ce que je pourrais appeler votre sanction.
pour que les exécutifs puissent comprendre et revenir sur ces pas. Très bien. Et voilà un peu les défis que je pourrais présenter pour Merci Landry Angelo Adelakoun pour votre disponibilité, pour votre lecture. Marc Goudianon pour finir. Je dirais que moi, les défis que cette 8e législature doit relever commencent déjà par les limites que j'ai citées, par exemple, qui constituent les limites de l'Assemblée nationale. Et il faudrait également que cette 8e législature comprenne que l'on ne veut pas assister à une assemblée monocolore comme l'on a décrié. Il faudrait quand même que cette assemblée soit vraiment représentative du peuple et puisse quand même mener des actions qui puissent toucher le volet beaucoup plus social du citoyen. Parce que c'est en cela réel, c'est en cela vraiment que le Béninois lambda se sent vraiment concerné et se sent impacté par le rôle que va jouer les députés au sein de l'Assemblée. Je crois que la cohésion nationale doit partir également de l'Assemblée. Très bien. Qui doit jouer réellement sa partition. Parce qu'aujourd'hui, à l'étape où on en est, on sait que ça ne va pas. Et si ça doit aller, ça doit commencer également par eux, dès qu'on va les installer, pour qu'ils puissent quand même rassembler le peuple pour qu'il y ait l'union au sein du Parlement. Puisque le Parlement représente l'image du peuple, on saura qu'en réalité, ok, étant donné que c'est vous qui êtes là, c'est vous qui êtes proche alors du pouvoir en place, alors montrez-nous en réalité que vous êtes venus là vraiment pour de bonnes choses, avec bonne foi. Voilà. Merci à vous, Marc Goudianon. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Info au Zénith. Landry Angelo Adelakoun, notre consultant maison sur les questions de droit. Oui, un domaine assez délicat, oui, que vous savez, qui change de personnage dans les... Non, mais je ne vous apprends rien, Landry Angelo Adelakoun. Les dispositions restent les mêmes, mais les interprétations sont inhérentes à chaque cadre, à chaque juriste. Oui, puisque vous nous avez aidé ces derniers jours à le comprendre davantage. Je ne veux pas citer de nom. Bonne journée à vous, excellente semaine de travail et à très bientôt pour d'autres exercices sur le décryptage.